Il y a bien des gens qui font genre, ils sont en podcast, ils parlent tout seuls, tu sais. Non mais ça, attends. Moi, il y a un débat là-dessus. Moi, je dis toujours, bien sûr que la création de contenu, ça fonctionne, mais ça dépend du temps que tu as devant toi. Moi, je connais personne qui arrive à une session de sport, à sa session de sport, peu importe où il le fait avec quelqu'un ou pas, qui arrive et qui repart dans le même état. C'est vrai que ça nous a permis déjà de nous mettre une discipline parce que je savais que si on prenait pas de coach, Paul, j'aurais pas réussi à le motiver. Donc je me suis dit, on va prendre une personne tierce. C'est grâce à tous les déclics que j'ai eu avant dans ma vie que je suis devenu entrepreneur. Donc bien sûr, dans 10 ans, j'aurais eu des déclics en tant qu'entrepreneur et peut-être je ferai un autre TEDx, j'en sais rien, sur un autre sujet. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et ads. Et aujourd'hui, on propose le format social 4 quarts d'heure. 4 quarts d'heure, ouais, te trompe pas. Ouais, c'est la seconde invitée qu'on accueille qui s'appelle Pauline Sarda. Merci Pauline d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Sarda, bonjour. Bonjour, moi ça me fait super plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis nous, pour démarrer un peu la présentation, on a fait ton portrait, mais avec ChatGPT. On va voir si justement ChatGPT te connaît bien ou pas. Ça s'appelle GPT ton portrait. Voilà, très original. Très original, j'adore, j'aime beaucoup. Alors évidemment, on lui a donné des indications, donc on va voir justement, là on va te lire du coup ton portrait et après tu nous diras effectivement ce qui est vrai, ce qui est faux, si tu dois revenir du coup. Ok. Pauline Sarda, une coach business aussi dynamique qu'un spritz en terrasse, allie stratégie et intuition créative. Originaire d'une ville dynamique, alors ils disent pas le nom, elle puise son énergie dans des lieux comme le Mama Shelter, un symbole de diversité et d'inspiration. Son expertise en coaching a démarré sur LinkedIn, où elle a brillé par sa capacité à optimiser la visibilité en ligne des professionnels. Bien que son parcours ait été marqué par des licenciements, ses revers n'ont fait que renforcer sa résilience et sa flexibilité, des qualités précieuses dans sa profession. Avec 5 années d'expérience dans le commerce, elle se spécialise dans le conseil avec un accent particulier sur l'aspect humain, une approche renforcée par son initiative Step 22. Les sports de haute intensité occupent une place importante dans sa vie, servant à la fois d'exutoire et de moyen pour se dépasser. Sa passion pour ces défis sportifs est un reflet de son admiration pour ceux qui défient les attentes et changent les perceptions. J'espère que tu prends des notes pour rectifier après dessus. Pour le moment, c'est bon ou pas? C'est juste? Pour l'instant, est-ce qu'on est à peu près... Ouais, c'est à peu près juste. Et je vois qu'il y a des petits clins d'œil que normalement ChatGPT connaît pas. Hein. Ah bon? Ouais. À mon avis, tu vois. Son expérience au Canada a été transformative. Alors, je savais pas que ça se disait ce mot, transformative, mais bon, je pense que ChatGPT... On aurait dit transformatrice, non? Mais ouais, je pense, ouais, mais c'est transformative. Genre, c'est même souligné, donc c'est bizarre. Influençant profondément son approche du coaching et de la vie. Ce changement de mindset a été souligné lors de sa présentation au TEDx Télécom Sud Paris, où elle a partagé ses insights sur le courage et le dépassement de soi dans le monde des affaires, captivant l'audience avec sa vision et ses expériences. Alors, je sais pas s'il est encore dispo, le TEDx, on y reviendra après, mais en tout cas, hâte de voir ça. Et pour terminer, accompagné de Kaito, je sais pas si c'est... ouais, c'est ça, c'est Kaito. Son beagle, souvent présent en coaching ou en réunion. Pauline illustre parfaitement l'équilibre entre passion, profession et bien-être personnel. Elle continue d'inspirer et de motiver, prouvant qu'atteindre l'équilibre entre les différentes sphères de la vie est non seulement possible, mais profondément enrichissant. Waouh! Beaucoup d'infos là, ça fait... Il y a beaucoup d'infos. Ouais, j'ai même pas retenu tu vois, ce qu'il y avait. Alors déjà sur le TEDx, c'est pas totalement vrai parce qu'en plus le TEDx n'est pas encore sorti. Ok. Il sera disponible dans les prochaines semaines sur la chaîne TED Talk. Qu'est-ce qui est pas vrai aussi? Il y avait aussi dynamique qu'un spritz en terrasse déjà. Ouais, ben ça à mon avis, c'est pas ChatGPT qui le sait. Je pense que c'est plutôt vous. Vous lui avez donné quelques infos quand même, on est d'accord? Oui. Après, est-ce que tu as démarré sur LinkedIn, on va dire, en tant qu'auto-entrepreneur? Ouais, j'ai démarré en tant que consultante en marketing digital spécialisée sur LinkedIn en tant qu'indé. La première année et demie, on va dire, de mon expérience entrepreneuriale. 5 années de commerce, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais, un peu plus, mais bon, en gros, c'est ça. Et oui, tu as eu une expérience dans le commerce et d'ailleurs, aujourd'hui, tu en fais bénéficier tes coachés puisque c'était une expérience qui a été, comment on peut dire, ça t'a forgé un petit peu. Ouais, non, complètement. En fait, au début, quand je suis arrivée en tant que consultante en marketing digital, j'étais pas du tout axée sur la partie vente, j'étais vraiment que market. Mais en fait, on va dire que c'est venu me rattraper parce que pour plein de raisons, j'avais quitté le commerce parce que je me sentais pas alignée avec la partie commerciale. Et au final, la partie commerciale est venue me rattraper parce que au final, ça me plaisait. Et c'était juste quelques boîtes dans lesquelles j'avais bossé. J'aimais pas trop la manière, on va dire les valeurs qu'ils transmettaient d'un point de vue commercial. Le management et tout, même pas? Ouais, c'est ça, c'était le management. Il y en avait certains, ils nous forçaient à vendre, quoi. Presque, je grossis le truc, mais presque il fallait qu'on signe à la place du client, quoi. Et en fait, ça m'avait complètement dégoûté et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais me réorienter. Alors, je vais me réorienter, je vais mettre des grosses guillemets parce que je suis allée dans le marketing, je suis pas allée très loin non plus. Ouais. Mais au final, la partie commerciale m'a complètement rattrapée. Et puis, une fois que je faisais des coachings LinkedIn, que j'ai commencé à faire des coachings LinkedIn, ça s'est vite transformé en coaching business. LinkedIn, c'est juste une partie du business. Oui,
ça met en relation des professionnels et après derrière c'est l'aspect commercial qui prime. Exactement, ouais, complètement. Mais ouais, on le voit, enfin avec nous, même nous on était plus sur Insta et on voit que sur Insta c'est pas uniquement maîtriser le réseau social en lui-même, après c'est derrière, c'est tout ce qui va être la prospection, derrière tout l'écosystème qu'on va avoir autour, quoi. C'est ça, ouais. Très bien, après est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors effectivement le Beagle, ça on est bon. Le Beagle, c'est bon, on est bon. Est-ce qu'il est là souvent présent en coaching ou en réunion ou Vous l'avez jamais vu en coaching, vous, avec Non. nous sur le 3-6? Non. Ah ouais, mais je croyais, tu vois. bah, il Non, parce s'appelle, que des ouais. fois, malheureusement, ça arrive qu'il commence à aboyer et là, c'est la fin d'un coaching, je suis obligée de le prendre sur mes genoux, donc c'est voilà. Et après niveau valeur, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de passion, profession, bien-être personnel. Est-ce que ce que tu as voulu véhiculer dans le, on va dire, le TEDx, on y reviendra après, mais ça correspondait à ce qui était dans le portrait? Alors, c'est marrant parce que j'ai pas du tout parlé de la partie business sur mon TEDx. Donc, bien sûr, il y a, en fait, sans spoiler, il y a une chute dans mon TEDx où, au bout d'un moment, je parle du fait que je suis devenue entrepreneur entre-temps. Ok. Je parle plutôt de ma vie d'avant et de ce qui s'est passé avant et des déclics que j'ai eus pour pouvoir passer à l'action, puisque mon TEDx, c'est sur le sujet de saisir son pouvoir d'action. J'ai pas choisi de prendre cet axe de ma vie d'entrepreneur. J'en parle, mais très rapidement, en fait, en réalité. Bon, bah, c'est intéressant parce que quand tu parles d'action, justement, on y vient sur le sujet du passage à l'action, puisque là où, en tout cas, nous, on t'a remarqué, et c'est quelque chose que tu prônes, c'est, en fait, tant que tu fais rien, il se passe rien. Logique en soi. Mais c'est vrai que, en tant qu'entrepreneur, qu'on démarre, ou même, on va dire, dans la vie de tous les jours, c'est quand même un challenge, on va dire, quotidien, je trouve, de constamment passer à l'action pour qu'il y ait des choses qui se passent, parce qu'on est souvent dans notre petite zone de confort, ou alors on a la flemme, ou on a des peurs, etc. Toi, là, on va dire la première chose que tu recommandes sur ce passage à l'action-là, quand on veut communiquer ou en tout cas se faire connaître et trouver des premiers clients, ce qu'on a rarement envie de faire quand on est entrepreneur. Nous, on est plus du côté de la team, on va créer du contenu et puis hop, on va nous découvrir. Enfin, en tout cas, c'était une des croyances qu'on avait quand en tout cas on s'est lancé. Et en fait, on a remarqué que derrière, ça prend du temps. C'est faisable, mais ça prend du temps. C'est ça. Et que derrière, en fait, quand tu prospectes, ça va beaucoup plus vite, quoi. Exactement. Moi, je dis toujours, bien sûr que la création de contenu, ça fonctionne, mais ça dépend du temps que tu as devant toi. Parce que j'entends beaucoup aussi le discours, construire une communauté, c'est la meilleure façon d'avoir des clients ensuite. Alors oui, c'est vrai que c'est une façon de faire, mais clairement, si tu as 3 pieds devant toi, quoi. Alors, il faut le dire. Oui, je suis d'accord avec ce discours, la création de contenu, c'est bien, mais la majorité, malheureusement, des indépendants, des entrepreneurs qui se lancent, ils n'ont pas 3 ans en fait devant eux. Alors si, peut-être qu'ils ont 2 ans de chômage pour ceux qui ont de la chance, oui, mais parce qu'ils ont cotisé. Alors c'est pas de la chance, mais c'est une manière de parler. Mais je trouve que c'est aussi un piège parce que tu te dis ouais c'est bon, j'ai 2 ans devant moi, tranquille, c'est bon, j'ai le temps. Bah non, en fait, moi je me souviens quand je me suis lancée, clairement, j'avais pas du tout envie d'être dépendante du chômage et de me dire tous les mois je vais attendre que y ait quelque chose qui tombe. Moi j'avais envie que ça aille vite et je me souviens que j'ai commencé à bien gagner, c'est-à-dire j'ai généré, je crois que déjà peut-être 3 500 ou 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois dans les 6 premiers mois. Parce qu'en fait, moi, je m'étais dit, il est hors de question, et pourtant, j'avais 2 ans de chômage devant moi, justement. Je me suis dit, il est hors de question que j'attende le dernier moment. Déjà, j'avais pas envie de ça. Mais pour revenir sur le sujet principal, pour moi, clairement, la prospection, en fait, il y a plusieurs manières de faire, mais la prospection, c'est la seule manière pour moi d'avoir des clients le plus vite possible, en fait. Mais il y a tellement d'indépendants et d'entrepreneurs qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de déranger, aussi parce qu'ils savent pas faire, hein. Et aussi parce que ils reçoivent eux aussi plein de messages de prospection qui sont à chier, hein. Du coup, ça leur donne pas envie de le faire, quoi. Et aussi parce que on leur vend partout que la création de contenu, c'est magique et que ça te permet de pas vendre. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Même si tu fais de la création de contenu, tu as quand même besoin de vendre, en fait. Ouais, c'est sûr, c'est un tout. Là, pour faire découvrir, il faut d'abord faire du contenu et après, il faut pouvoir aussi donner confiance. Donc, tu vas créer d'autres contenus. Mais au bout d'un moment, si tu rentres pas, comme tu dis, dans le vif du sujet, que tu vas pas leur parler, c'est pas ça qui va automatiquement vendre tes services ou même tes produits. Ouais. À moins d'avoir effectivement, comme tu dis, une communauté qui fait 10, 15, 20 000. Et là, du coup, tu peux te permettre un peu plus d'être moins dans la prospection. Tu as le nombre qui est derrière, mais quand tu débutes et que tu as 500 abonnés, tu vas compter que sur la création de contenu pour survivre. Enfin, nous, on en avait fait les frais et c'est dès qu'on a commencé à prospecter que les résultats ont commencé à arriver. Ah ouais? Combien de temps vous avez mis pour vous rendre compte que ça marchait pas, que ça marchait pas? 3 mois. Que la création de contenu permettait pas. Combien? 3 mois, t'as dit? 3 mois. Ouais, et encore, c'est parce que on s'est fait aussi accompagner. Et notre coach de l'époque qui nous a dit c'est bien, mais là vous démarrez, ce qu'il vous faut c'est trouver des clients en fait, parce que sinon vous allez attendre longtemps. Ah, parce qu'on crée du contenu et au bout de 3 mois on avait signé un client. Et encore c'était via le réseau. Donc on s'est dit comment on fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? Mais je trouve que vous avez eu le bon réflexe. C'est-à-dire que vous vous êtes dit au bout de 3 mois déjà, ouais, c'est pas normal. Parce que moi, c'est pareil. Moi, j'ai eu ce timing-là, hein.
Moi, au bout de 3 mois quand j'ai commencé en tant qu'indé, pareil, j'avais signé, je crois, 2 clients, mais je les avais signés par networking, parce que je faisais pas mal de networking, parce que justement, je savais que la création de contenu, ça prendrait du temps. Mais au bout de 3 mois, je me suis dit, ouais, non, il y a un problème. Mais le souci, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se posent pas cette question-là. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui leur vendent, mais c'est normal que ça prenne du temps. Tu vois? Enfin, il y a un peu ces deux discours. Donc, bien sûr que c'est normal que ça prenne du temps de construire un business, d'avoir une récurrence et tout, etc. On est complètement d'accord là-dessus. Mais c'est sûr qu'au bout de 3 mois, pour moi, si tu n'as signé qu'un client ou si tu en as signé 0, alors que tu as fait des choses, que tu as essayé de faire des choses, clairement, il y a un problème. Mais le problème, il peut venir de plein d'endroits différents. Il peut venir de l'offre. Peut-être que tu n'en as pas, tu vois, ou peut-être que tu en as trop. Peut-être que oui, comme vous, tu crées du contenu, mais ça suffit pas parce que tu attends gentiment que les gens arrivent dans tes DM pour te dire Paul et Rémi, vous êtes géniaux, je veux bosser avec vous. Oui, ça arrive, mais ça prend du temps avant que ça arrive. Oui, c'est pas de suite. Voilà, ouais, c'est ça. On le voit, ça vient une fois que tu as lancé la machine, en fait. C'est limite, tu es déjà sur d'autres choses, tu as déjà des clients, et hop, ça vient au fur et à mesure parce que c'est tout le travail que tu as effectué entre effectivement ta création de contenu et ta prospection, et que du coup, tu commences à gagner un petit peu en visibilité ou même du réseau, on va dire, parce qu'au final, on a constitué un réseau aussi sur Insta, et c'est ça aussi qui nous a fait gagner en recommandations et un peu en petite notoriété, on va dire, sur Instagram. Mais c'est intéressant en tout cas, parce que toi, comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer sur LinkedIn? Est-ce que c'était plus parce que tu t'es dit, bon, bah, c'est le plus logique pour faire du business? Qu'est-ce qui t'a attiré? T'avais déjà une approche avec ce réseau-là ou... Tu veux dire qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi LinkedIn pour faire du biz, ou qu'est-ce qui a fait que je me suis spécialisée sur LinkedIn? Parce que du coup, au début, en tout cas, j'étais spécialisée sur LinkedIn. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi LinkedIn, en tout cas, pour faire du business? Les 3 premiers mois ou 3-4 premiers mois, j'étais pas du tout spécialisée sur LinkedIn. En tout cas, je m'étais pas auto-proclamée spécialiste LinkedIn. En fait, j'ai choisi LinkedIn parce que déjà, 6 mois auparavant, j'avais fait un stage dans une startup et j'étais tout le temps sur LinkedIn, et je voyais qu'il y avait un truc qui changeait à ce moment-là. C'était en 2018, du coup, début 2018. Et en fait, là, je voyais que LinkedIn commençait à changer de face, quoi, clairement. Moi, j'ai connu le LinkedIn à l'époque, parce que j'ai vécu au Canada, et c'était énormément utilisé déjà au Canada, mais c'était très corporate, voilà, c'était très plat et tout. Et quand j'ai dû revenir au final sur LinkedIn de manière plus active, déjà pour la startup dans laquelle j'étais, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui changeait, que déjà les gens, ils avaient plus les mêmes discours, que c'était plus aussi plat et corpo qu'avant. Donc déjà, ça a commencé à m'intéresser. Et ensuite, j'ai vu à quel point toutes les opportunités étaient faciles à avoir. Parce que LinkedIn, et pour moi, c'est toujours le cas aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau social du business. On va dire que tu as deux mondes qui vivent sur LinkedIn en simultané. Tu as la partie emploi et la partie business. Et l'avantage de la partie business, c'est que tout le monde est là pour faire du business. Donc, il n'y a pas de la personne, elle est venue me demander telle chose, elle m'a demandé un rendez-vous et tout. En fait, c'est normal. On est là pour faire du business, on est tous là pour faire la même chose, on est tous là pour faire du réseau. Donc, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile de parler business sur LinkedIn, et donc plus facile de faire du biz. Oui, tu sais à quoi t'attendre si tu te fais prospecter de la bonne manière. La plupart du temps, c'est pas hyper bien fait. C'est intéressant de voir aussi l'évolution de cette plateforme, puisque tu dis, il y a eu un changement où après c'est devenu un peu normal de devenir un peu d'avoir une notoriété sur LinkedIn et qu'on te suive aussi pour ça, quoi. Et tu le constates toujours aussi sur LinkedIn, là au niveau actuel, en 2024, est-ce que LinkedIn reste pour toi pour l'instant un des canaux d'acquisition Oui, c'est sûr. Après, je dis ça parce que c'est mon prisme aussi, parce que nous, on accompagne quasiment 90% des clients qu'on accompagne, ils sont en B2B. Donc bon, je suis pas très neutre, on va dire, je suis pas très objective, mais pour moi, les deux gros réseaux sociaux aujourd'hui pour faire du business, c'est LinkedIn et Instagram, et certainement pas TikTok, parce que je sais qu'on entend beaucoup parler de TikTok. Oui, TikTok, c'est très bon pour faire beaucoup de visibilité très vite, mais c'est pas des gens qui sont hyper engagés, je trouve. Puisque j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs se dire je vais aller sur TikTok, comme ça je vais avoir une communauté de ouf. Ouais, c'est sûr, tu as une super commu, mais si tu leur demandes de te suivre sur Instagram ou de te suivre sur LinkedIn, je sais pas s'ils vont tous venir déjà, et à mon avis ils viendront pas acheter, ils sont pas là pour acheter ce que tu peux leur apporter, même si voilà, ça a d'autres, on parle pas de TikTok, mais ça a d'autres avantages. Mais pour moi, oui, LinkedIn aujourd'hui c'est encore un canal d'acquisition hyper puissant, même s'il y a plus de monde qu'avant. C'est bien démocratisé. Ce qui est cool effectivement maintenant avec LinkedIn, c'est que j'ai l'impression
que tu peux toucher de plus en plus de métiers qui n'y étaient pas avant sur l'époque. Maintenant, on le voit, il y a des plombiers qui s'inscrivent sur LinkedIn, il y a des charpentiers. Donc, j'ai l'impression que tous les corps de métiers professionnels se mettent de plus en plus sur LinkedIn et ce qui facilite aussi les démarches si on veut prospecter un secteur en particulier. Et ça reste intéressant sur le long terme. Ouais. Après, il y a quand même certains métiers qui sont pas trop, genre les professionnels de santé, genre les infirmiers, ces métiers-là. J'ai tendance, évidemment, ça dépend, je peux pas faire un discours général, mais j'ai tendance à déconseiller les gens qui ont cette cible-là d'aller sur LinkedIn. En vrai, ça sert pas à grand-chose. Vaut mieux favoriser Instagram, par exemple, pour cette cible-là. Pour donner un exemple, tu vois, pour donner un contre-exemple. Moi, tout à fait. Oui. Chaque réseau a sa cible privilégiée. Et effectivement, après, il y a des secteurs sur lesquels LinkedIn et c'est le top, et d'autres pour aller chercher des gens dans la direction ou dans des grands groupes. LinkedIn, c'est du pain béni. Et après, effectivement, il y a des corps de métier où là, peut-être, il faudrait peut-être plus sur Facebook ou Instagram. Ouais, sur Facebook, j'avoue, il y a pas mal de choses qui sont mortes quand même sur Facebook aujourd'hui, je trouve. Bon, en dehors, bien sûr, de la pub, vous savez mieux que moi. Ouais, t'as un petit peu les groupes Facebook qui restent en vie, oui, c'est vrai. Assez nichés, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Est-ce que tu as un poster chez toi Just do it. On voit derrière, il y a performance, il y a un petit tableau performance. Ah ouais? Je sais pas. Non, je crois pas en plus. Non, je crois pas en plus. Non, déjà, je pars du principe que personne viendra te sauver. Tu vois, si tu veux un truc, si tu veux sortir d'une situation, il faut arrêter de croire que... Parce que des fois, j'entends les entrepreneurs qui disent je verrai en fonction des opportunités. Si tu attends les opportunités, déjà, tu risques d'attendre potentiellement toute ta vie. Et les opportunités, oui, il peut y avoir une part de chance, mais en réalité, c'est toi qui vas les chercher. Donc déjà, il y a personne viendra te sauver, prends tes responsabilités, parce que personne viendra le faire pour toi. Et si tu veux vraiment réaliser quelque chose, il y a que toi qui peux le faire. Donc déjà, ça, c'est le discours que j'ai, le discours interne, on va dire, que j'ai tout le temps. Si je veux faire quelque chose, même si des fois c'est dur, des fois, ça fait pas plaisir. Parce qu'en fait, je pense que c'est important de visualiser aussi où est-ce que tu as envie d'aller. Bon, en partie la fameuse vision, mais aussi les objectifs. Je peux donner un exemple concret en ce moment. En ce moment, on travaille sur un nouveau programme d'accompagnement. Et clairement, il y a des trucs dans la création d'un programme qui me gavent. Mais vraiment, ça me fait pas plaisir du tout. C'est des tâches, en plus, que je peux pas toujours déléguer. C'est-à-dire que même si j'ai l'équipe, je peux pas forcément tout déléguer. Il y a quand même des choses que je dois faire. Le truc qui me pousse, c'est l'objectif. C'est OK, à quoi va nous servir ce programme? Combien de personnes il va pouvoir accompagner? Et c'est ça que je visualise et c'est ça qui fait que je passe à l'action. Et que même si j'ai pas envie, même si des fois j'ai peur, même si, etc., je vais quand même le faire. Évidemment, comme tout le monde, ça m'arrive certainement, je dis certainement parce qu'en vrai, ça m'arrive pas tant que ça non plus de pas faire. Je me fais violence aussi, en fait. C'est-à-dire, des fois, il y a des trucs, juste, je dois le faire, c'est tout. Donc, on va dire que si je devais résumer pour passer à l'action de façon générale, pour moi, il faut prendre ses responsabilités. Et pour prendre ses responsabilités, ça veut dire qu'il faut accepter que peut-être il y a des trucs que tu as fait dans le passé, c'est de ta faute. Tu vois, je grossis le truc, mais c'est quand on prend conscience que c'est de notre faute si on n'a pas réussi peut-être à faire telle chose, ou etc. Alors, c'est pas toujours de notre faute à 100%, attention, je préfère le dire, parce que il y a aussi ce discours horrible qui est tout est de ta responsabilité, c'est pas vrai, il y a plein de choses qui sont pas de notre fait. Mais déjà, c'est prendre conscience de ça. Après, se poser des objectifs qui sont clairs, parce que plus c'est clair la route que tu as face à toi et où est-ce que tu veux aller, moins tu procrastines, parce que tu connais les étapes en fait qui vont arriver au fur et à mesure. C'est comme si tu es dans le brouillard avec ta bagnole, tu vas doucement en général, tu vois, parce que tu vois pas grand-chose, il y a de la pluie, il y a du vent, tu vois rien. Bon, alors évidemment, la météo, tu la choisis pas. Donc, c'est pas un super exemple. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Prendre ses responsabilités, se poser des objectifs clairs, bien visualiser et se rappeler régulièrement pourquoi on fait les choses. Et d'ailleurs, alors c'est rare que je l'utilise cet exercice, mais c'est un truc que je recommande souvent à nos clients ou que je fais moi, mais moins souvent parce que j'ai cette mécanique un peu peut-être naturelle au bout d'un moment de le faire, c'est l'exercice du pourquoi. C'est-à-dire que derrière chaque tâche, ou en tout cas une tâche peut-être qu'on a du mal à activer, on se prend une feuille et on dit OK, pourquoi je le fais? Et ensuite, par rapport à ce qu'on a répondu, pourquoi
pourquoi, etc. Et bon, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça permet de se rappeler pourquoi on fait les choses. Ouais, ça je trouve que c'est intéressant ce pourquoi. Moi je l'utilise plus sur des blocages. Limite, qu'est-ce que tu crains à la fin, qu'est-ce qui t'empêche de le faire, pourquoi, et au final au bout de 2 pourquoi, tu vois qu'en fait c'est pas si grave que ça et qu'en fait c'est largement faisable. C'est juste en fait une peur que t'as et qu'en fait tu te dis au pire qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Pourquoi Je trouve que c'est bien aussi de se rappeler de pourquoi on fait les choses et de se dire que comme tu dis des fois il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais tu te dis, ok, il y a une petite récompense ou gratification ou un truc, une satisfaction derrière qui va faire que je serai content et c'est pour ça que je le fais et il y a tout qui en découle. Non, il faut savoir où il faut aller, hein, c'est important. Sinon, on n'arrive pas à avancer. Non, mais c'est ce qui est clair, c'est que c'était déjà une des parties du coaching qu'on a vu ensemble. La partie responsabilisation était assez importante, effectivement, où quand tu te lances à ton compte, c'est de l'investissement à 200%, c'est savoir où aller, parce que sinon, si tu navigues à vue d'œil, déjà, tu peux pas vraiment te positionner, te visualiser à long terme, et c'est de là où peut venir après démotivation, découragement et autres, parce que tu te dis, j'avance pas. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui, mais en fait, tu sais pas pourquoi tu les as fait. Et en fait, t'as vite fait en fait de te mettre tous les malheurs sur le dos, alors qu'avec un plan, déjà, sur les 3 prochains mois où tu vas, c'est déjà beaucoup plus simple. Et ça a été un exercice que avait été. Moi, j'ai toujours eu du mal à me fixer des jalons et des objectifs. Ouais. C'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire, mais de l'avoir fait, c'est vrai que ça permettait déjà d'y voir plus clair et de se positionner après sur un chemin donné et d'aller plus vite vers cette direction-là. C'est pour moi une des clés de succès et de réussite dans un business, c'est effectivement la responsabilisation et la route menée d'objectifs et de jalons. Après, là, je trouve que ce qui est là où c'est hyper important d'avoir une vision et en plus d'avoir des objectifs sur la partie passage à l'action, c'est qu'en business, encore plus que dans la vie de façon générale, on a très peu, malheureusement, de gratification immédiate. T'as faim, tu vas manger. En business, t'as faim, t'as envie d'avoir du business. Va falloir que tu fasses tous les jours plein de petites choses sur lesquelles tu ne vas avoir aucune gratification sur le moment. Et par contre, il faut tout le temps penser à la gratification que tu vas avoir à un moment donné. Et donc, c'est ça aussi qui est difficile. Et c'est pour ça que, de façon générale, les entrepreneurs, je m'inclus aussi, on a tendance peut-être à procrastiner beaucoup, etc. Et c'est amplifié et c'est encore pire quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas d'objectif. Parce que tu dis, OK, rapidement, tu peux dire, au fait, en fait, je fais tout ça pourquoi? Puisque de toute façon, je n'ai toujours pas récolté le fruit de mon travail. Mais je trouve qu'en plus, pour les entrepreneurs du digital, tu as la partie réseaux sociaux, création de contenu, et en plus, tu te focalises un peu dessus avec les résultats que tu peux avoir sur ton Instagram, sur ton LinkedIn, ou des fois, tu vas avoir un engagement que tu trouves assez faible, ou un nombre d'abonnés assez faible, et tu vas te dire, ah ouais, mince, c'est pour ça que mon business marche pas, alors qu'en fait, le problème, il est pas du tout là, et c'est pas ce qui va représenter en fait l'efficacité de ton activité, quoi. Bon, après là, si tu me lances là-dessus, on peut parler des KPI, on peut parler de, tu vois, parce que ça aussi, c'est hyper important pour rester motivé et passer à l'action tout le temps, quoi. Bon, on va parler d'un sujet un peu plus léger. On sait qu'il y a pas longtemps, vous avez sorti un petit quiz qui s'appelle, c'était générer des clients en continu, quelle stratégie pour ton business. Désolé, on va pas parler de ça, on va juste te faire un quiz sur le prochain sujet, puisqu'on va parler un petit peu du lien entre le sport et le business. Et donc, on a vu que ça faisait quelques années que tu faisais de la boxe. Alors, c'est la boxe taille, hein. Ouais, c'est de la boxe taille, ouais. Si c'était pas la boxe taille, le quiz marchait pas du tout, donc ça va, je suis rassuré. Ouais, c'est de la boxe taille. Donc, on va voir si, voilà, ça fait quelques années que tu fais de la boxe taille, on va voir si tu connais bien la boxe taille. Oh là là, le stress, quoi, que je vais avoir. Ok. Alors, on va te retrouver aux Jeux Olympiques à Paris, là, bientôt, c'est ça? Faut la boxe. J'ai demandé, parce que effectivement, je l'ai fait avec ChatGPT, je lui ai demandé de me donner la bonne réponse, mais je lui ai pas précisé que ce soit une bonne réponse vérifiée. Donc, ça se trouve, il a inventé la bonne réponse. Ok, oui, je vois ce que tu dis, ok. La première, c'est assez simple. Normalement, on démarre doucement. Dans quel pays la boxe thaïlandaise a-t-elle été développée? Il y a 3 possibilités quand même. C'est dur. A, la Chine. B, la Thaïlande. C, le Japon. T'aurais pu me dire, c'est quoi la question de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? Ouais. Pareil, je pense jamais, peut-être qu'il y a un piège. Il y a un piège. La Thaïlande, merci. Effectivement, bravo, bonne réponse. Un point pour toi, Pauline. Merci. Celle-là, quel est l'objectif principal du clinch en Muay Thai? Est-ce que j'ai bien prononcé?
Oui, tu peux le dire comme ça. Alors, il y a trois. Mais je connais pas l'objectif principal. Mais vas-y, donne-moi les 3. Soit c'est soumettre l'adversaire au sol, soit la B, c'est contrôler l'adversaire et délivrer des coups de genou, ou C, échapper à des coups. C'est la deuxième. Normalement, c'est délivrer, c'est donner des coups de genou. C'est ça, bravo. Des bons coups de genou, là. D'ailleurs, on voulait faire le parallèle business et coups de genou. En plus, j'aime trop faire ce truc parce que c'est satisfaisant de ouf quand t'as la tête de la personne et boum, tu lui rentres dedans. Mais j'ai jamais réussi à le placer en sparring. Parce qu'il faut réussir à le placer, il faut être hyper proche de la personne et tout. Enfin, après, je suis clairement pas une boss de la boxe taille, on va se détendre. Hein. Mais c'est pas facile à placer, en vrai. Et quand tu fais ces coups-là, est-ce que tu penses, je sais pas, genre à des anciens clients Alors, figure-toi que quand je donne cette anecdote, parce que quand, bon bref, j'ai eu des péripéties avec mon TEDx, que je devais en faire un, puis finalement, ça a été annulé, etc. Et franchement, j'étais quand même en colère parce que ça faisait plusieurs mois que je le préparais et tout, et que par rapport à ce que ça représentait pour moi et tout. Et du coup, je suis allée faire un carnage room. C'est un truc où tu prends une pièce et en fait, tu passes tout. Et du coup, je suis allée faire ça. Et je te jure que quand j'ai tapé dans les trucs, genre, je pensais à mon TEDx, j'étais vénère. Donc, quand je fais de la boxe, en vrai, non, j'ai jamais personne qui me vient en tête. Mais voilà, quand j'étais allée faire ça, j'avais mis un peu ma colère sur les bouteilles en verre avec ma batte de baseball. Ouais, j'avais fait une carnage room, mais nous, on était plusieurs à l'intérieur, donc je trouvais que c'était un peu frustrant parce qu'au final, tu étais un peu bloqué sur un truc en particulier. Par les autres, et puis nous, on était 2, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on alternait, parce que sinon, tu te prends des trucs de verre dans la tête, c'est pas ouf. Ok, bah écoute, pour l'instant, c'est un sans faute. Tu vois bien dans ton sujet, c'est bien. Alors, j'ai un autre terme, pareil, je ne sais pas si j'ai bien le prononcé. Je me mets des propres bâtons dans les roues. Vas-y. Qu'est-ce qu'un type? Alors, T-E-E-P, c'est ça? Type, tep, je sais pas, en Muay Thai. Un coup de coude, un coup de genou ou un coup de pied poussant? Honnêtement, j'en sais rien, parce que je ne l'ai jamais appelé comme ça. Je pense que c'est le... Attends, vas-y, c'est le dernier, je pense. Je regarde en même temps. Le type kick, peut-être? Tu dirais le dernier, un coup de pied poussant? Ouais, le dernier, ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vois. J'ai oublié, le nom que j'utilise moins. Le front, on appelle ça. On demandera validation avec ton coach. Le front kick, voilà. Okay. Mais ouais. Donc pour l'instant, un sans faute. La dernière petite question. Quelle est la principale différence entre la boxe thaïlandaise et la boxe occidentale? La boxe occidentale, bon, la boxe occidentale, ça sous-entend la boxe française ou la boxe anglaise. Oui, voilà. Il y a plusieurs différences. Bon, déjà, la boxe anglaise, les boxes occidentales, on va l'appeler comme ça, c'est que les bras, que les mains. La boxe thaï, c'est bras à pied, coup de genou, coup de coude. Toutes les parties presque. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, après, ça part dans le free fight après. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 propositions, mais là tu es allée confiante sur la dernière. Donc, Ah ouais, c'est bon. Ah oui, pardon, c'est vrai, il y avait 3 propositions. Désolé, j'ai donné la réponse. Bon, c'était ça. La réponse, en gros, c'était que ça permettait, tu pouvais frapper avec les coudes et les genoux. Ouais. Et pareil, tu vois, on parlait tout à l'heure du clinch, placer des coups de coude et tout, en sparring, j'arrive pas, tu vois. Enfin, j'arrive pas à les placer. Donc, mais c'est pas grave, Pauline, il faut pas abandonner. Passage à l'action, tu te mets l'objectif, la vision, et tu vas finir par y arriver. Et là, ça fait combien de temps que tu en fais à peu près un peu plus de 3 ans, non? Il me semble. En fait, j'ai commencé au moment du Covid. Okay. En fait, je me souviens, les salles de sport, elles ont fermé, hein, normal. Ouais. Et puis, je sais plus, on nous avait fait soi-disant miroiter qu'on avait que 15 jours, là. Oui. Personne n'y croyait, hein, mais du coup, bref, ça a duré 2 mois, l'histoire. Et au bout d'1 mois, déjà, j'en avais marre de ne pas pouvoir aller à la salle. Et du coup, j'ai pris bon, c'était pas autorisé, mais bon, tant pis, hein, on fait des choses illégales ici. J'ai pris un coach indiv. Et en fait, le coach indiv, il était coach de boxe. Et au final, je me suis mise à faire de la boxe, un peu par hasard. Pourquoi la boxe? Le truc, c'est que pendant longtemps, même quand j'étais ado et tout, on me disait tout le temps, ouais, ce serait trop bien que tu fasses de la boxe et tout. Bon, on n'est pas con par rapport à mon tempérament, j'imagine. Et en fait, moi, je voulais surtout pas en faire parce que je me suis dit, encore plus à cette époque-là, où clairement, c'était la pire période de ma vie. J'étais vénère fois 10 000 et tout. J'ai dit, c'est bon, si je fais de la boxe, je pense que je vais ressortir encore plus énervée, ça sert à rien. Donc, du coup, je m'étais toujours dit, la boxe, ça sera jamais pour moi. Et au final, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Tant qu'on n'a pas fait de boxe,
on peut penser comme ça que c'est juste bêtement se donner des coups, quoi, en fait. Mais en fait, c'est tellement plus large que ça. Ça demande tout, ça demande le mental, la concentration. C'est très physique, c'est très cardio. Enfin, en fait, c'est hyper complet. Et du coup, ouais, je me suis mis à la boxe par hasard parce que mon coach individuel faisait de la boxe. Bah, des fois, il me faisait un peu taper au sac et tout. Et puis un jour, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, bah vas-y, la prochaine session, on fait full boxe et on voit si ça me plaît. Et j'ai commencé par boxe anglaise au début. Et puis un jour, il m'a dit, bah, est-ce que tu veux faire de la taille? Je lui dis, non, mais je lui dis, lol, je vais lever mon pied à 10 cm du sol. Et en fait, au final, je mets des kicks de ouf aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est fait un peu progressivement, mais un peu par hasard, en fait, au début. Ok. Donc avant, tu avais quand même inclus du sport quand même dans ta routine, ou c'était de la salle principalement Ouais, alors j'allais à la salle, mais par contre, je faisais des cours co. Okay. Parce que enfin, c'est pas pour moi de faire du sport toute seule et tout. Je me fais rapidement chier. Voilà. Ouais. Donc, dans tous les cas, j'ai jamais fait ça seule, en réalité. Mais oui, par contre, ça a toujours fait partie de ma routine. Moi. Comment dire, je me suis tendu un piège à moi-même aussi, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, si tu veux y aller, le fait d'avoir des cours co et d'avoir des heures qui sont fixes et tout, bah, t'as pas le choix non plus d'y aller. Pourtant, c'est très très rare que j'ai pas envie d'aller au sport. Moi en général c'est plutôt l'inverse. Moi il faut savoir que ça m'arrive, c'est rare, mais des fois je loupe ma session parce que genre il y a des embouteillages. Mais là je suis vénère en fait. Je suis vénère de fou parce que je peux pas faire ma session. Donc ce que je veux dire par là c'est que je dis je me tends un piège, mais en vrai j'ai toujours cette envie d'y aller quoi. C'est assez rare que j'ai pas envie. Et ça tu le sens que c'est un indispensable un peu même par rapport à ton activité, enfin dans ta vie perso. Ah oui complètement. Enfin là par exemple cette dernière année j'ai eu pas mal de hauts et de bas, surtout d'un point de vue pro. Et bah, j'ai augmenté complètement les séances que j'avais par semaine. Donc, en fait, c'est complètement lié. J'ai augmenté le nombre de sessions de sport par rapport aux responsabilités et à la pression que j'ai sur moi, en fait. Donc, c'est complètement lié. C'est pour deux choses. C'est pour me vider la tête et aussi pour me... En fait, ça me challenge tout le temps. Je trouve que c'est la magie du sport. Franchement... Si je pouvais, d'ailleurs un jour quand je sortirai mon séminaire, c'est sûr il y aura du sport dedans. J'aurais envie, parfois, je compte pas le nombre de fois où j'ai envie de dire en coaching, va faire du sport en fait. Va faire du sport parce que ça donne confiance en soi, ça permet de se dépasser, ça permet de se prouver qu'on est capable de faire des choses. Je trouve que ça potentiellement ça améliore la concentration. En plus, moi, je connais personne qui arrive à une session de sport, à sa session de sport, peu importe où il le fait avec quelqu'un ou pas, qui arrive et qui repart dans le même état. C'est-à-dire, automatiquement, même si tu es vénère, même si tu as passé une journée de merde, tu vas au sport, 1 heure après, c'est presque comme si tu avais ton tableau qui avait été effacé, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment ça. Je sais pas vous, parce que je sais que je crois que vous avez pris un coach pour tous les deux, non, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, comme tu dis, on l'a pris depuis c'était juillet, ça va faire bientôt un an. Ouais, bientôt 1 an. Et effectivement, il y a des fois où on n'a pas du tout envie. La séance était chiante, mais en fait, c'est la satisfaction à la fin. Et ça fait un peu le parallèle qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, ok, il y a des tâches qu'on n'a pas envie de faire, mais une fois qu'on les a fait, on sait qu'il va y avoir la gratification plus tard. Et c'est vrai que ça nous a permis déjà de nous mettre une discipline, parce que je savais que si on prenait pas de coach, Paul, il allait pas se motiver. Tu vois. J'aurais pas réussi à le motiver. Donc je me suis dit, on va prendre une personne tierce au milieu qui va nous driver, qui trouvera les bons mots aussi, parce que puis bon, moi j'avais une position, on va dire, de pote associé, donc c'est plus difficile que quelqu'un extérieur, tu vois. C'est un peu comme quand tu prends un psy, alors que le psy va te dire la même chose. Bon, j'exagère, hein, mais il va te dire la même chose que tout le monde t'a dit déjà, ou en tout cas des amis qui te connaissent bien. C'est quand ça vient d'une autre personne, c'est différent. Tu le reçois pas de la même manière. C'est ça. Donc nous, ça nous a inculqué cette discipline-là, où on le faisait 2 fois par semaine. Et après, on a inclus, un peu comme toi aussi, on a inclus, nous, plutôt du cross-training. En gros, le crossfit. Oui, c'est juste que c'est pas la marque déposée, mais c'est pareil. Exactement. On voit une connaisseuse. Et effectivement, là, on a gardé uniquement le cross-training avec lui, parce qu'on sait que c'est un truc où il faut se dépasser et on a besoin de quelqu'un, tu vois, qui nous motive et qui nous drive. Mais par contre, après les séances, les 2 autres séances de muscu, on les fait nous-mêmes en autonomie, parce que ça y est, on a maintenant cette rigueur, quoi. Ouais. C'est bien de vous écouter, parce que dans ce podcast, donc tourner un peu plus vers le sport, on a 2 convaincus par le sport et moi qui suis pas du tout convaincu par le sport. Moi, il faut savoir, depuis tout petit, le sport, ça m'a toujours
Tu vois, moi, je suis pas sport. Et alors, avec le coach, est-ce que ça a changé un peu ta perception ou genre même pas? Oui, oui et non. On va dire que heureusement qu'il est là, parce que sinon, effectivement, tout seul, je l'aurais pas continué. Mais je me suis surpris à aimer le cross-training, effectivement. Je sais que, par exemple, des fois, il me bute, mais je vais jusqu'au bout. Je râle un peu parce qu'en fait, il nous bute littéralement après on doit travailler, quoi. Il y a des moments où je lui dis, mais on va jamais travailler après cette séance. T'as des heures particulières où vous posez les sessions ou pas? Ouais, en fait, on le fait entre midi et 2. Donc, il Ah, arrive que des fois, l'après-midi, on a un petit c'est peu KO, quoi. des coups de mou, tu vois. C'est vrai que des fois, après, t'as le corps qui est un peu défoncé, quoi. Puis après, Ouais. et puis après la douche, alors là, C'est la fatigue. ouais, c'est la fatigue et tout. Non, mais c'est intéressant, effectivement, ce côté discipline. Parce que, comme dans l'entrepreneuriat, tu as un côté rigueur à avoir. Et mis à part, moi, je ne l'ai pas fait pour avoir un meilleur physique. Je l'ai un peu fait pas par obligation, mais presque, en fait. Tu vois, je me suis dit, il faut le faire, quoi. Rémi voulait le faire, donc je vais le faire avec Rémi. Mais bon, je suis content parce que, du coup, jamais été sportif. Et là, c'est bien, ça fait presque un an que je fais du sport. Et je vois les effets sur le corps, sur la tête. Il y a un peu moins de stress. Enfin, c'est vrai que c'est pas immédiat, mais tu le sens quand même. Tu sens quelque chose qui est différent comparé à avant. Et est-ce que vous avez trouvé que, désolé, c'est moi qui fais le podcast, en fait, je vous l'ai pas dit. J'ai des questions, du coup. Est-ce que ça a joué sur votre relation d'associé ou pas? Bon, vous êtes amis déjà de base et tout, mais c'est quand même différent, tu vois. Est-ce que vous avez l'impression que ça a joué là-dessus ou pas? Ben, ça a vraiment changé quelque chose à partir du moment où on a commencé à prendre la douche ensemble et puis me frotter le dos. Là, je me dis, il y a un rapprochement. Ouais, ça a créé une fusion entre nous. J'imagine que ça peut jouer, je sais pas, sur l'esprit d'équipe, entre guillemets, tu vois, sur ce genre de choses. Ouais, je le vois. Enfin, alors c'est plus Paul qui est comme ça. Alors c'est bien, on dirait on fait les amours, tu sais, genre on se livre. Tu sais. C'est plus Paul qui va être dans la motivation. Il va dire ouais, c'est bien, tu vois, genre Ouais, en mode ok. encourager. Après, il y a ce truc aussi des fois où tu dois t'assurer, c'est pour faire des exercices et tout. Ouais. Donc, il y a ce côté confiance, de dire ok, t'inquiète. Confiance l'un envers l'autre, du coup. Ouais, c'est ça aussi. Ah ouais, mais du coup, ça joue, enfin, c'est Ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, comme moi, par exemple, il y a des exercices de muscu où j'ai peur, entre guillemets, des fois, de me faire mal ou quoi. Et Ouais. savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui a Rémi, derrière, tu dis, bon, ben, au moins, si je me loupe, il y a quelqu'un pour te rattraper. Et Ouais. ça change un petit peu la donne. Genre les squats, par exemple. Ouais, voilà, les squats. Avec la barre Ouais, de 80 normalement, kilos. c'est pas très compliqué quand même. On investit, on parle d'investissement, de coaching Ouais. pour son propre business. Et je trouve que ça en fait partie aussi. Ouais, complètement. C'est vrai que ça a un coût, effectivement, hein, puisque, je veux dire, Ouais. t'en fais quoi, 2 ou 3 fois par semaine, c'est ça, à peu près? Ouais. Ah oui, mais moi, j'ai un budget, je peux le dire, hein, j'ai pas de problème à le dire, entre 500 et 600 € par mois de Ouais. sport. C'est ça pour nous, hein, Voilà. à deux après, mais oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais ouais, mais après, pour moi, ça fait partie du package, quoi. Il y a un moment donné. Et puis, en plus, il y a aussi quelque chose que moi, j'aime bien observer chez les entrepreneurs vraiment de très haut niveau, on va dire. Beaucoup plus haut que nous, on va dire. Il n'y en a pas un qui fait pas de sport. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, pour moi, il y a un lien de cause à effet sur tous les grands entrepreneurs de ce monde, que ce soit des hommes ou des femmes, sont coachés d'un point de vue sportif et sont coachés d'un point de vue mindset et sont coachés régulièrement d'un point de vue business. Donc, pour moi, il y a une corrélation entre tout ça. Donc, c'est pas... on peut pas juste penser c'est que de la stratégie ou on peut pas juste penser c'est que de l'intuition. Ouais. On peut pas juste penser, en fait, c'est tout ça en même temps. Et donc, évidemment, on peut pas s'offrir ça dès le début, donc il faut y aller petit à petit. Mais pour moi, le sport, ça fait partie de la performance aussi en business. Ça permet de prendre du recul et de prendre aussi un temps de pause aussi, parce que des fois, on n'a pas ce temps de pause-là, à part si on est fumeur. Mais sinon, c'est vrai qu'on prend pas ce recul-là, et le sport aussi, ça permet de couper et de se dire, bon, ben, pendant 1 heure, j'ai pas le téléphone. C'est ça. Non, et puis le sport, je crois que ça fait partie des activités méditatives. C'est-à-dire que ça a le même effet que si tu fais de la méditation, parce qu'en fait, ton cerveau, il coupe complètement avec tout ce qu'il y a autour. Ça a plein de bienfaits. On va passer sur la dernière le petit sujet qu'on voulait aborder. Enfin, faut pas minimiser ça, c'est un grand sujet, énorme sujet, puisque on a vu que c'était quelque chose qui te tenait à cœur, le TEDx. Déjà, pourquoi cet objectif-là de vouloir faire un TEDx? Tu as été inspiré peut-être par des TEDx et tout ça? Bah, déjà, depuis très, 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 très longtemps, je regarde des conférences TEDx, mais genre jusqu'au point où j'ai l'appli sur mon téléphone et tout, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, je savais même pas qu'ils avaient une appli, ouais. Elle les écoute en endormir et tout. Non, quand même pas. Déjà, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que des conférences TED, il y en a
Il y en a partout dans le monde et il y en a sur tous les sujets. Vraiment tous les sujets. C'est pas que le business, quoi, par exemple. Il y a plein de sujets différents, donc ça te permet d'apprendre des choses hyper rapidement. Déjà, ça, c'est la première chose. Et je sais pas, je peux pas expliquer vraiment trop d'où ça vient, en tout cas initialement. Mais il y a un moment donné, j'étais ado et je me suis dit, j'aimerais trop faire ça. Genre, ce serait trop un rêve et tout. Et après, quand j'ai monté mon business, je sais pas pourquoi, il y a TEDx qui m'est revenu en tête, on va dire. Et je me suis dit, non, ouais, un jour, il faut absolument que je fasse ça. Et ça a été, une envie encore plus forte quand j'ai identifié vraiment, alors ça fait très cucu, mais mon why. Vraiment, quand je me suis dit, je me lève tous les jours, je sais pourquoi, j'ai identifié le truc. Et déjà, ça, c'est un soulagement de fou. Le fait de comprendre pourquoi je fais tout ça, ça a été une révélation de dingue. Et alors, c'est là où le TEDx avait encore plus d'importance pour moi. Que je me suis dit, la seule façon pour moi de transmettre le message que j'ai envie de transmettre de manière, de la façon déjà la plus explicite possible, parce qu'avec mon business, oui, j'impacte mon why, mais je suis pas là tous les jours en train de dire, alors je veux que vous passiez à l'action, que vous prenez vos responsabilités, machin. On comprend, mais c'est pas directement. Alors que dans un TEDx, tu peux vraiment le formuler de cette manière-là. Et aussi parce que c'est complètement en dehors de mes plateformes à moi. C'est pas, en fait, même si demain, je suis plus entrepreneur ou quoi ou qu'est-ce, ce TEDx, il sera toujours là, en fait. Il sera toujours là. J'ai signé un droit à l'image de 30 ans, donc a priori, au-delà de 30 ans, il ne sera plus. Ou je ne sais pas ce qu'ils en font. Parce que c'était quelque chose où tu trouvais que c'était le meilleur format, en tout cas, pour communiquer un message. Parce que, par exemple, il y en a aussi qui font des livres, des choses comme ça. Et ça, c'est plus quelque chose qui te tenait à cœur. Et après, est-ce que tu savais déjà le message que tu voulais délivrer dans ce TEDx de base? Tu vois, tu t'es dit, ado, je veux faire un TEDx sur... Non. Tu savais que tu voulais faire un TEDx pour diffuser un message, mais après… En fait, je me disais, en fait, disons que c'était pas le même niveau de conscience. Je me disais, ouais, j'aimerais trop faire ça. Parce que les gens que je voyais sur scène, ils m'inspiraient de ouf. Et du coup, je me disais, ouais, j'aimerais trop faire ça. Mais je savais pas du tout à cette époque-là quel message j'aurais à véhiculer, on va dire. Et voilà, c'est quand je suis devenue entrepreneur et tout, que là, ça a été très clair. Et quand j'ai écrit mon TEDx, je l'ai écrit en 1h30. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai même pas passé plusieurs jours à réfléchir, machin. Le truc, il est sorti parce que c'était ça, en fait. C'était ça que je voulais dire et il n'y avait pas de négociation, quoi. Alors, je sais pas si on spoil ou pas, mais est-ce que du coup, on peut savoir le sujet sur quel… Ouais, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Le sujet, le sujet, le titre de mon TEDx, c'est saisir son pouvoir d'action. Donc bon, on reste dans le thème, hein. Mais non, mais après, je peux dire un petit peu, je peux rapidement dire des choses là-dessus. Déjà, exclus. Vas-y. Ouais, quelques exclus, mais c'est pas des exclus parce que en vrai, en fonction de quand les gens écouteront cet épisode, peut-être qu'il sera déjà en ligne et vous pourrez aller le voir. Souvent, c'est pas toujours le cas, mais les formats TED, il faut toujours qu'il y ait un fond de storytelling. Le fond de storytelling, c'est pas forcément toujours l'histoire du speaker. Moi, il s'avère que j'ai choisi mon histoire parce que c'était le plus parlant. Mais il y a aussi des TEDx speakers qui choisissent l'histoire de quelqu'un d'autre pour schématiser le message qu'ils ont envie de transmettre. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, j'ai pas parlé, par exemple, de la partie entrepreneuriale parce que en réalité, c'est grâce à tous les déclics que j'ai eu avant dans ma vie que je suis devenue entrepreneur. Donc, bien sûr, dans 10 ans, j'aurais eu des déclics en tant qu'entrepreneur et peut-être je ferai un autre TEDx, j'en sais rien, sur un autre sujet. Du coup, j'ai plutôt parlé des déclics qui m'ont amené à prendre mon pouvoir d'action, justement. Parce que moi, j'ai été cette personne, et je le dis d'ailleurs dans mon TEDx, que j'ai été cette personne qui se victimise en permanence, qui remet toujours le problème sur les autres, etc. Et qu'il y a eu des choses, et c'est ce que je raconte dans mon TEDx, qui me sont arrivées et qui ont fait que je me suis dit, et je l'ai dit aussi tout à l'heure, en fait, personne ne viendra te sauver, personne ne va venir faire les choses à ta place, et que si tu veux quelque chose, va falloir que tu te bouges toi-même, en fait. Donc voilà. Hâte de voir un peu ce que ça donne. Ouais, alors en plus, j'ai oublié des trucs et tout, mais ouais, ça, je ne le verra pas, non? Alors, personne ne le verra, absolument. Mais j'ai aucun problème à le dire. Je veux dire, pour moi, c'est pas du tout un complexe ou quoi. Déjà, ça ne se voit pas. Personne n'a rien vu. Moi, je savais de quoi je parlais, donc j'ai pu reprendre le fil. C'est juste que je l'ai pas repris tout à fait là où je voulais le prendre, etc. Mais il faut savoir que toutes les personnes qui ont fait un TEDx avant moi avec qui j'ai échangé, franchement, ils m'ont tous dit qu'ils avaient oublié des trucs. Oui. Donc, ça fait partie du… Ouais, parce qu'on précise le format, je crois que t'as pas de prompteur, rien, en fait. T'es sans filet, donc en fait… ouais. Ça, c'est une grosse exclue que je vais vous donner. Parmi les speakers qui étaient avec nous sur ce TEDx, il y a un speaker qui est arrivé et qui a posé la question et qui a dit « mais il n'y a pas de prompteur ».
Ah Et ouais. en fait, les organisateurs TEDx ils ont dit non, il n'y a pas de prompteur. Et du coup, il a fait sans prompteur. Mais du coup, il y a plein de trucs qui potentiellement vont pas être validés Eh par TED en fait. En fait, on a le droit à des slides potentiellement, mais ces slides-là, normalement, il faut qu'il n'y ait rien écrit. Ou alors, ça peut juste être, je sais pas, imaginons, tu as un final et tu as 3 points clés à aborder. Tu peux afficher les 3 points clés à l'écran. Mais sinon, tu vas juste, je sais pas moi, par exemple, dans mon TEDx, il y a un moment donné où je parle de Steve Jobs. Bah, j'aurais pu afficher une photo de Steve Jobs. Bon, là, ça n'avait aucun intérêt, mais j'aurais pu juste faire ça. Donc, en fait, c'est très codifié et c'est un exercice qui est difficile justement parce que t'as pas de filet, t'as pas de slide. Parce que moi, par exemple, j'ai l'habitude de faire des conférences, mais c'est des conférences la plupart du temps sur des sujets business. Bon, ça m'est arrivé de faire un sujet, on va dire, proche de mon TEDx, justement, peut-être 2 mois avant, mais j'avais des slides encore. Enfin, je veux dire, sans slide, c'était clairement pas le même exercice, quoi. Ouais. Non, puis je trouve que ce qui fait toute la différence, j'avais assisté en live à un TEDx, et en fait, tu le vois dès le début, si tu arrives à capter avec ton histoire, et aussi la façon dont tu vas captiver le public dans ta manière, dans ta La posture, gestuelle etc. et tout. Ouais, et tu voyais la différence. T'en avais un, il s'était loupé, et en Ah, plus, ben il ouais. avait ripé sur un mot qui après avait une consonance un peu Ah drôle mince! et Ah non, tout. ça c'est trop embêtant. Parce que ripper sur un mot, ça peut arriver. Et moi, Ouais. ça m'est arrivé justement à un moment donné, j'ai ripé sur. Mais ça n'a pas fait de trucs bizarres. Par Ouais, contre, ouais, ouais. du coup, j'ai dit pardon, quoi. Tu vois, j'ai dit un truc comme ça. Mm. Et les gens qui m'accompagnaient, ils m'ont dit ouais, t'as juste dit ça à un moment donné, mais franchement, c'était naturel en fait, donc ça, c'était pas gênant. Mais c'est sûr que si ça ripe un peu chelou, c'est Ouais, gênant. et en plus, quand c'était un sujet sérieux, en plus, c'est sur l'écologie, etc. Ah ouais, ah ouais. C'était compliqué, mais bon, après, ouais, ça fait partie du jeu. Et je trouve que ça fait vachement la différence, l'impact, en fait, quand tu y assistes, ou directement retenu, et tu te dis, ah ouais, cette personne trop inspirante. Et puis après, si, du coup, tu peux être très bon dans ton domaine, mais si t'arrives pas aussi à véhiculer le message, Exactement. Moi, j'étais très stressée par ça. ouais. C'est-à-dire que j'étais stressée par potentiellement ne pas réussir à transmettre les émotions au bon moment, etc., etc. Mais franchement, j'ai été trop bien coachée. Donc, a priori, en tout cas, d'après les gens qui étaient présents, parce que j'ai pas encore le feedback d'Internet. Ouais. Bon, il y aura sûrement disons-le, des cons pour dire que c'est de la merde. Mais je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Il y a On peut toujours pas des- plaire à tout le monde. Hmm. Mais visiblement, j'ai réussi, a priori. Bon, ben on le sent, on le découvrira. Est-ce que tu connais la date de sortie éventuellement de ce TEDx? Bah non, en fait, il n'y a pas vraiment de date pour l'instant. Ça sera soit fin mai, soit début juin. Ok, bon, bientôt alors. Bientôt, mais c'est pas tout de suite, quoi. D'accord. Bon, ben, on a hâte d'écouter ça et d'écouter ton intervention. De toute façon, on verra sûrement des extraits sur ton compte Insta. Probablement. Ouais. On peut en profiter. Bah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Et j'ai pas fait ça pour la preuve sociale. Mhm. Donc on peut pas dire le contraire. Ça donne une preuve sociale de ouf. Hein. Faut pas se dire, faut pas se mentir, quoi. Ouais, il manquerait plus que tu fasses un faux décor TEDx et tu te fais tes propres. C'est un concept. Ah mais imagine. Non, mais il y a peut-être des gens qui font ça. Hein. Ouais, oui, sûrement. Ça pourrait, ouais. Il y a bien des gens qui font genre, ils sont en podcast, ils parlent tout seuls, tu sais. Non, mais ça, attends. Mais moi, il y a un débat là-dessus. Tu sais, moi, j'ai aucun problème avec ça, avec le fait de. Parce que moi, je l'ai fait d'ailleurs. J'ai bossé avec une boîte, enfin, c'est Cyril qui la tient et qui s'appelle Co-Shooting. Okay. Et moi, je trouve que c'est une offre qui est canon de fou. T'arrives pendant 1h30, il a préparé des questions pour toi en lien avec tes objectifs, etc. Et donc, tu es vraiment face à quelqu'un, tu vois, Oui. tu n'es pas face à un mur. C'est quand tu es face à un mur où c'est un peu, Ouais. voilà, effectivement, c'est un peu chelou. Mais moi, en tout cas, j'ai rien contre ça. Vous en pensez quoi, vous? Oui, Désolée, je squatte le podcast encore une fois, mais. Non, mais t'inquiète, c'est normal, c'est bien, justement, c'est vivant. Mais nous, on est OK avec le principe, et même on connaît quelqu'un de notre, qui on a eu l'habitude de travailler, de collaborer, qui a justement, pareil, lancé son agence d'interview de personnalité, entre guillemets, en mode podcast, et ils sont tout seuls à parler, et ça marche bien. Donc, mais derrière, il y a quand même l'interaction, parce que c'est quand même des questions. Tu vois, c'est pas comme si tu es tout seul chez toi et tu te filmes et tu te fais genre. C'est là où c'est bizarre. Voilà, c'est là où c'est chelou. Mais moi, je trouve que c'est une bonne manière d'être naturel sur une vidéo. Oui, ouais. Parce qu'il y a des gens qui. Moi, je sais que tu me files un prompteur, je peux être naturel. On en a déjà des vidéos comme ça d'ailleurs sur Instagram. Mais il y a des gens, et je peux comprendre complètement, qui ont du mal à être naturel si t'es pas en train de leur parler aussi. Donc, c'est une manière de transmettre la vraie personnalité de quelqu'un. Ouais, carrément. Et puis, je trouve qu'en plus, le fait qu'on te pose des questions, c'est un peu comme un podcast où au final, tu vas répondre naturellement. On a juste un peu à te lancer. En tout cas, c'était intéressant de voir un petit peu ton ressenti sur ce TEDx-là. Notamment que c'était un petit peu compliqué au niveau du parcours. Tu vois, je m'étouffe même pour toi, tu vois, tellement ça a été, tellement c'était dur. Au final, on en parlait de tout ce qui est vision, etc., de tes objectifs. Que derrière, il y a eu des petites embûches, mais t'as pas lâché et t'es arrivé finalement à le faire, ouais, c'est sûr. C'est vrai que ce truc du TEDx,
c'était vraiment quelque chose que je visualisais depuis des années, en fait. Ça n'a jamais été aussi conscient quand je suis devenue entrepreneur, ce que je disais tout à l'heure. Tu as un objectif, tu vas y arriver, même si tu as l'impression que c'est super difficile d'entrer, tu vois. D'ailleurs, je le dis sur un épisode que j'ai enregistré sur le sujet, sur les backstage de mon TEDx. C'est clair que, vu de l'extérieur, c'est un peu cercle fermé, quoi. Et c'est vrai, je peux pas dire le contraire. Faire un TEDx, c'est un peu un cercle fermé quand même. C'est pas si simple de trouver quelqu'un qui fait un TEDx et machin, etc. En général, en plus, c'est plutôt les gens qui viennent te chercher. Mais même quand tu as l'impression que c'est pas possible, potentiellement, il y a toujours plein de possibilités, quoi. T'as mis combien de temps entre le fait d'avoir la première opportunité de faire un TEDx et réellement quand t'es passé sur scène? 1 an, puisque il y a eu une première fois où on m'a envoyé le lien de candidature, ce qui est rare qu'en général que les TEDx ouvrent des candidatures, mais on m'a envoyé le lien de candidature. Parce que même le lien de candidature, il est même pas public, déjà à la base. Ouais. Donc là, j'ai été recalée. Ensuite, il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour me proposer le TEDx Reims à l'époque. Et le TEDx Reims a été annulé. Et ensuite, on m'a proposé le TEDx Paris. Donc voilà, ça a pris 1 an. Donc c'était quand même un petit peu long l'histoire. Ouais, bon. Au final, tu es arrivé. Et après, je sais pas comment ça se passe quand tu es passé une fois sur un TEDx. Est-ce qu'après, tu peux repasser Ouais, potentiellement, tu peux refaire un TEDx. Mais bon, en général, quand même, tu laisses plusieurs années entre les TEDx, parce que, moi, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Quand tu fais un TEDx, il faut que tu aies un truc à dire. Le sujet que tu vas choisir, en général, c'est un sujet qui est fort pour toi. Et des sujets très forts comme ça, t'en as pas 10 000 non plus dans ta poche, quoi. Tu vois, des vrais trucs, surtout qui sont, bon, pour moi, c'était important de faire aussi un TEDx qui est intemporel et qui peut s'adresser à tout le monde. Parce que mon TEDx, vous aurez l'occasion de le voir, il s'adresse pas que aux entrepreneurs, il s'adresse aux gens de façon générale. J'aurai potentiellement un autre message à transmettre, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Mais entre-temps, il faut que je mange de la vie, il faut que j'en mange un petit peu plus pour avoir d'autres choses à dire, je pense, dans un TEDx. Tu vois. Ouais. Oui, donc là, pour l'instant, je pense que tu as kiffé l'expérience, mais tu te dis pas absolument, tiens, dans 1 an ou dans 2 ans, on refait. Ouais, non. Mais par contre, dans 10 ans, tu vois, why not, quoi. Contre, ouais. Tu fais la suite. Je fais la suite, ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, pour conclure sur cette période TEDx, est-ce que tu en as un à conseiller, un de ton préféré peut-être, TEDx? Il y en a tellement, en vrai. En fait, moi, celui dont j'ai envie de parler, j'ai envie de dire, c'est c'est un TED, en vrai. Et déjà, est-ce que vous savez la différence ou pas entre TED et TEDx ou pas? Ouais, le TED, c'est l'organisation officielle et TEDx, c'est indépendant. Voilà, c'est ça. Mais ça atterrit sur la même chaîne YouTube, on va dire, c'est pareil. C'est juste que c'est organisé par des indés. Là, c'est un TED et c'est celui de Steve Jobs. Clairement, le TED de Steve Jobs. Je sais plus le nom du TED. Si vous tapez TEDx, TED Steve Jobs, vous allez le trouver. Mais je dis c'est un semi-TED parce que ils ont pris une conférence qu'il a faite dans une grande école, je crois. Alors, ils l'ont transformé en TED, on va dire. Parce que, clairement, il l'a écrit comme un TED. C'est ça, j'allais dire, en fait, est-ce que c'est pas un peu... Alors, peut-être je me trompe, mais c'est presque lui l'inventeur. Enfin, avec ses keynotes, pour moi, c'est un peu avec les keynotes. Le principe des TED. Mais bon, après, on peut pas comparer. Mais... Ouais. Moi, ça resterait un peu dans l'esprit de Steve Jobs, ça serait Simon Sinek, quand il explique le why. Exact. Voilà. Ouais. Celui-là, il est incroyable. Je conseille à tout le monde de le regarder parce que il paye pas de mine au niveau de la qualité. C'est sur un vieux feutre, un vieux tableau Velleda. Il n'y a rien qui va. Et le mec, il donne un truc, ça a révolutionné la perception du marketing au niveau mondial. Donc, il est incroyable celui-là. Grave. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça aurait pu faire partie de ceux que je donne aussi parce qu'il est vraiment top. Et ils prennent l'exemple d'Apple, comme d'hab. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette interview. On va conclure par un petit... alors, on appelle ça, nous, Fast and Curious. Alors, c'est comme le Fast and Curious de Combini. Ouais, je vois. Tu vois, tu as bien compris avec mon accent. And serious. And serious. Juste avant, par contre, tu dois juste jurer de dire toute la vérité et prêter serment sur Adam Mosseri. Donc, Adam Mosseri, on rappelle, c'est on va dire, le bras droit, enfin, la représentation d'Instagram, en fait. C'est lui qui va apporter toutes les petites infos. Du coup, je jure de dire toute la vérité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur la tête d'Adam Mosseri, non pas sur la tête quand même. Genre le truc qui part en vrille. Sinon ton contestant il va sauter comme le nôtre, donc fais pas la malinette. On va éviter. Alors on commence, LinkedIn ou Insta? Insta. Spritz ou Mama Shelter? Mais c'est quoi cette question? Mama Shelter. Le 3-6 ou Dynamite 45? Le 3-6. Kaito ou ton prof de boxe? Kaito. Bon, c'est bien, on partagera ton prof de boxe. Et podcast ou TEDx? TEDx. Ouais, logique. Ok, très bien. Écoute, on va pas te
te cuisiner plus que ça. C'est bien, bah écoute, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour conclure cette interview? Un petit mot peut-être pour tout le Bah monde. écoute, merci à vous de m'avoir invité, c'était très cool. Ça change des interviews que j'ai habituellement sur les épisodes de podcast, donc franchement c'est trop agréable. Mais en même temps, j'en attendais pas moins avec vous, je savais que j'allais passer un bon moment. Et j'espère aussi que les personnes qui vous écoutent et qui nous écoutent du coup cet épisode, voilà, apprendront des trucs un peu actionnables et voilà. Ouais, on l'espère aussi. Passer à l'action et un plan, des objectifs. Et si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à aller voir Pauline Sarda qui propose justement des coachings avec le 3-6 ou Dynamique 45. Et après, il y a le nouveau. N'hésitez pas déjà à tester avec le nouveau quiz. C'est ça, on peut y accéder depuis. Ouais, complètement. paulinesarda.fr/quiz. Voilà. Mais quiz avec un Z, je Ouais, précise. Souvent, C'est et ça. du coup, dans ce petit quiz, ça permet un petit peu j'imagine, d'orienter, savoir quelles sont un peu les premières actions peut-être à mettre en place. Est-ce que c'est. Ouais, ça permet d'identifier surtout quelle est la stratégie qui est adaptée pour pouvoir avoir des clients en continu. Quiz avec un Z. Et ils n'ont pas encore acheté le quiz avec 2 Z, donc vous faites pas d'erreur. Ouais, Après, sinon, la messagerie de Pauline Sarda vous est ouverte. exactement. Merci beaucoup. Merci à toi pour être venu, j'allais dire pour l'invitation. Ouais, merci à toi de nous inviter dans ton podcast, Pauline. Ouais, de rien. mais en tout cas, tout est très cool. Donc, ravi de faire partie de notre cercle de professionnels engagés et vers la voie de la réussite. Donc, on te dit à très bientôt de toute manière, puisque on sera amené à nous recroiser. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Avec les montagnes qui ne se croisent pas. La fin de cet épisode ne va jamais arriver. C'est ça, il ne termine jamais. Merci, Pauline. Il faut laisser, ne le coupez pas s'il vous plaît, parce que c'est trop marrant en fait. Voilà. C'est bon. Bon, allez, on arrête l'enregistrement et puis. Puis à très bientôt. Voilà, Pauline. À bientôt pour un sprint sur le toit du Mama Shelter. C'est ça. À très vite. Ciao.